Je vais vous parler d'innovation sociale ou de social business, comme on le disait, et un peu à partir de différentes expériences, et notamment celle d'intrapreneurs au sein d'une grande compagnie de distribution de bricolage. Alors, quand on parle de social business, ce que je trouve intéressant dans cette association des deux mots, c'est qu'ils ne vont pas bien ensemble. C'est un peu comme quand on parle d'entreprise et pauvreté. Voilà. Alors, la meilleure image que j'ai trouvée pour illustrer ça, et j'ai, pendant les 2 dernières années, été confronté à devoir expliciter un petit peu ce concept de social business pour creuser ce sillon, ce chemin de crête un peu nouveau au sein d'une grande entreprise. Et la meilleure image que j'ai pu trouver, c'est celle des aimants. Et vous voyez, quand vous essayez de rapprocher 2 aimants de même polarité, eh bien, on n'y arrive pas. Et avec le social business, il se passe un peu ça. C'est-à-dire que ça ne matche pas, c'est pas naturel, ça ne fait pas ça. Alors, il y a peut-être beaucoup de raisons à ça. Dans mon expérience, je me suis rendu compte que le social, c'est vraiment perçu par l'ensemble des personnes dans l'entreprise comme ce que je fais le soir, ce que je fais le week-end, éventuellement ce que je ferai quand je serai à la retraite, c'est-à-dire que c'est vraiment du domaine privé et ça n'a pas de place dans les choses très sérieuses qu'on fait quand on fait du business, quand on est dans l'entreprise. Ou alors, quand on imagine faire du social ou trouver la place du social dans l'entreprise, alors on l'associe assez rapidement au carnet de chèques, au mécénat, à la petite action, et qui est du coup toujours assez limitée et donc pas forcément reliée au cœur du métier de l'entreprise. Alors, de quelle révolution parlons-nous? Je pense qu'il s'agit d'abord d'une révolution des barrières mentales à lever pour se dire qu'il y a matière à imaginer le business de manière différente. Et une barrière peut-être encore plus difficile à lever, comment imaginer le social de manière différente, qui ne soit pas dans cette logique de la charité, dans cette logique du carnet de chèques pour aider des acteurs sociaux. Et effectivement, Catherine le soulignait, je pense qu'aujourd'hui, on est à un état du monde avec une crise qui se prolonge. Je ne sais même pas s'il faut parler de sortie de crise, vous dire on est dans un monde qui est en profonde mutation. Et il semble assez clair que l'entreprise toute seule, les pouvoirs publics tout seuls, les associations caritatives et les acteurs de la société civile seuls n'auront pas les réponses et qu'il est peut-être temps de commencer à associer, à co-créer ensemble, à se mettre autour de la table pour réfléchir à de nouvelles solutions. C'est donc une invitation vraiment à changer de regard, finalement, et si je le place depuis l'entreprise, à changer de regard sur nos métiers, à changer de regard sur la manière de l'exercer, à changer de regard sur nos clients et la manière de les aborder. Alors, pour illustrer un petit peu ces changements de regard, je ne sais pas si vous connaissez un yaourt qui est pourtant vraiment à la pointe de l'innovation sociale, le Choc Tidoy. Je pense que peu d'entre vous l'ont goûté. Il n'est commercialisé que dans un pays, au Bangladesh. L'histoire de ce yaourt est tout à fait intéressante. Il naît d'abord d'une rencontre. Et je pense que c'est d'ailleurs souvent comme ça que les choses naissent, à partir d'une rencontre. Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, fondateur du Grameen Bank au Bangladesh dans les années 80, grand inspirateur du microcrédit, mais également du social business, était à Paris pour un déjeuner, et puis il filait ensuite au World Forum des femmes de Deauville. Et il est invité à déjeuner par Emmanuel Faber et Franck Ribou de Danone. Ils discutent de leurs métiers respectifs. Donc le métier de Yunus, c'est de sortir les gens de la pauvreté, notamment les gens au Bangladesh, un des pays les plus pauvres au monde. Et puis Danone, qui raconte que la manière dont ils ont défini leur mission d'entreprise, c'est de pouvoir apporter la santé à travers l'alimentation au plus grand nombre. Alors Yunus a pris la balle au bon, il a dit écoutez, ça tombe bien, moi j'ai une problématique sur laquelle je n'arrive pas à trouver une solution avec la création d'une entreprise tout seul, c'est la malnutrition infantile au Bangladesh.
Est-ce que vous seriez d'accord, puisque ça va dans votre mission, qu'on puisse constituer un joint venture entre nos deux entreprises pour trouver une solution pour la malnutrition des enfants au Bangladesh? Et ce sera un joint venture d'une nature un peu particulière, puisque pour que le projet soit durable, il faudra qu'il soit rentable. Par contre, vous ne rapatrierez jamais de dividendes de cette opération. Et puis, entre le fromage et le dessert, ils arrivent à un accord. Danone dit « OK, on y va, c'est parti ». Alors, Mohamed Younous, que j'ai rencontré quelques temps après, me disait quand je suis arrivé à Deauville le soir, je me suis dit peut-être qu'avec mon anglais du Bangladesh et avec leur anglais de France, on ne s'est pas bien compris. Alors je leur ai remis un mail pour dire est-ce que vous êtes sûr qu'on est bien d'accord, qu'on va créer une boîte ensemble, mais que vous ne rapatrierez aucun dividende de cette entreprise. Et Franck Ribot a répondu immédiatement que c'était OK. Du coup, une équipe s'est mise au Bangladesh. Ils ont lancé Grameen Danone Food, que vous voyez là, association entre les deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce yaourt, qui est enrichi, vous pouvez vous imaginer comment, en magnésium, en zinc, en fer, en vitamines, il n'aurait pas été possible de le concevoir sans toute l'expertise de Danone, sans le centre de recherche de Palaiseau, en région parisienne, qui, par ailleurs, n'avait jamais été poussé dans ses retranchements de manière aussi vive qu'avec la création de ce produit. Il n'y a aucun yaourt qui avait donné plus de difficultés aux équipes de Danone pour le constituer. Parce que non seulement il devait être enrichi de tout ça, mais en plus il fallait qu'il soit bon. Parce que bien évidemment, essayer de faire manger un yaourt qui n'a pas de goût à des enfants, vous n'y arriverez jamais. Et puis, il y a dû avoir aussi un certain nombre de compétences au sein de l'entreprise. Les meilleurs spécialistes pour le montage d'usines, ils ont créé la plus petite usine Danone au monde, un pays dans lequel ils n'étaient pas présents. Et puis, il y avait aussi un certain nombre de contraintes. Le yaourt ne devait pas coûter plus de 5 takas, qui équivaut à quelques centimes d'euros, et qui est aussi le billet qu'ont les élèves quand ils vont à l'école. Et donc, c'est la seule possibilité pour eux d'acheter quelque chose, c'est 5 takas, pas plus. Voilà l'histoire de ce yaourt, qui n'aurait pas non plus été possible sans la présence terrain et l'acteur qu'est le Grameen Bank au Bangladesh, pour comprendre un peu les rouages de la distribution, les modes de consommation. On achète ce qu'on consomme, on consomme ce qu'on achète. Pas de chaîne du froid, bien évidemment, avec des Danone Ladies qui avaient un microcrédit du Grameen pour avoir un sac qui leur permettait de commercialiser ces yaourts. Alors, l'autre chose intéressante aussi, eh bien, c'est qu'il a fallu à un moment donné évaluer et voir l'impact au bout de quelques temps. Et comme on n'est pas dans une logique business as usual, comme d'habitude, c'est évidemment pas les profits de l'entreprise qui pouvaient servir d'indicateur de la bonne santé de ce produit-là. Après, on pourrait se dire le nombre de yaourts vendus. Et en même temps, s'ils avaient vendu 1 million de yaourts, mais que ça n'avait aucun effet sur la santé des enfants, eh bien, il y aurait eu beaucoup d'énergie et de créativité dépensée pour pas grand-chose. Alors, il y a eu une longue étude qui a été menée pendant plus de 2 ans sur le terrain par une ONG, GAIN, une ONG américaine, en lien avec l'université Johns Hopkins aux États-Unis, et qui a démontré au bout de 2 ans et demi de travail qu'effectivement, la consommation régulière de ce yaourt avait un impact positif sur la croissance cognitive, en poids, en taille des enfants au Bangladesh. Voilà, donc pour la première fois dans l'histoire économique moderne, finalement, c'est un peu le monde à l'envers, mais une ONG a financé une multinationale. C'est pour vous dire qu'avec le social business, on voit vraiment les choses de manière différente. Voilà pour cette histoire. L'histoire s'est prolongée puisque Danone a lancé du coup après un fonds au niveau du social business avec une dizaine de projets dans le monde, plus d'1 million de bénéficiaires. 30% des salariés de Danone en France sont même détenteurs de parts dans ce fonds d'investissement. Et derrière cette expérience, ce que je veux un peu traduire, c'est que l'optique social business, c'est finalement une réponse concrète à des problématiques sociales cruciales qui peut être menée à grande échelle parce que le projet est durable, parce que rentable. Même si on ne vise pas le profit, vous voyez là le décalage par rapport à la manière de faire du social peut-être habituellement. D'autre part, ce sont des projets qui sont systématiquement co-construits avec des acteurs de terrain qui connaissent la réalité des personnes les plus précaires. Et c'est une initiative qui est reliée à la mission de l'entreprise. Je vous ai dit, Danone, apporter la santé à travers l'alimentation au plus grand nombre, et au cœur de métier de l'entreprise. Le centre de Palaiseau, leur capacité à construire des usines pas chères, leur capacité marketing, etc., etc. Voilà donc cette optique social business qui, je pense, donne une voie d'innovation tout à fait intéressante. Et je vais prendre juste quelques exemples liés
à l'enseigne dans laquelle je travaille. Et si on traduit ça, eh bien, ça va être comment nous allons mettre les habitants non clients de nos magasins aujourd'hui, parce qu'en situation de précarité au niveau de leur logement, au cœur de notre métier. Et la différence, c'est bien le fait de dire on le met au cœur de notre métier, pas à la périphérie, où on est toujours très content d'avoir quelques actions RSE. Je suis un fan de RSE et en même temps je suis très critique de la manière dont elle est positionnée dans les entreprises, parce que la responsabilité sociale des entreprises ou le développement durable, c'est quand même transformé en un boulot de quelques spécialistes qui font de la gestion de risque, qui font le rapport annuel qui est obligatoire et qui essayent un peu d'anticiper l'arsenal réglementaire et législatif qui peut nous arriver de toutes parts. Donc ça ne transforme pas le cœur de métier, ça n'intéresse personne. Et comme on est plutôt dans de la réduction d'externalités négatives de l'activité de l'entreprise, eh ben, on n'en est pas très très fier. Or, je pense, et ça a été dit précédemment, qu'il faut pouvoir travailler avec un certain enthousiasme, et c'est une des clés, je pense, aussi de l'innovation. Alors, ça peut passer par différentes choses. On anime, par exemple, depuis 2 ans, des ateliers de formation au bricolage et à la maintenance locative pour des gens qui sont en attente de logement social. Vous voyez, donc on est vraiment dans des publics qui sont dans des logements d'urgence, avec notamment Emmaüs Solidarité, c'est un des exemples. Et vous les voyez, ils sont en train de mettre la main à la pâte, d'apprendre un certain nombre de gestes métiers pour que, quand ils auront un logement, ils pourront être autonomes dans son aménagement et dans sa maintenance. Vous voyez également avec fierté un certain nombre de ces participants montrer ce qui est certainement leur premier diplôme, le certificat de cet atelier de préparation au logement, et qui en même temps est tout à fait valorisé et utile auprès des bailleurs sociaux parce que c'est un gage de réussite de leur insertion dans leur logement. Un autre exemple, il y a un certain nombre d'associations qui, en France, travaillent sur ce qu'on appelle l'auto-réhabilitation accompagnée. C'est-à-dire qu'ils forment des habitants à se remettre dans une dynamique d'appropriation de leur logement en leur donnant des cours de bricolage et en les accompagnant très concrètement dans la réhabilitation de leur logement, qu'ils soient propriétaires occupants ou locataires. Et donc, on commence à travailler dans des quartiers où on n'avait pas l'habitude d'aller, dans des quartiers où on n'a pas de clients aujourd'hui, dans des quartiers qui sont par contre parfois à moins de 3 km de nos magasins. Vous voyez, donc on n'est pas en train de parler d'un écosystème lointain, on est vraiment dans des choses très très proches et en même temps, on n'a pas accès à ces quartiers-là parce qu'il y a plein de raisons qui font que voilà, ce ne sont pas nos clients. Et là, on travaille sur un certain nombre de sujets aussi qui nous permettent de faire des cours de bricolage, d'apporter des produits moins chers, de pouvoir former et accompagner les cadres de l'association dans la structuration de leurs projets pour leur permettre de monter de plus en plus de projets. À titre d'exemple, quand je vais rencontrer le comité de direction d'un de nos magasins, je leur dis « Vous imaginez assez aisément pouvoir financer la réhabilitation d'un logement tous les ans sur votre zone de chalandise. » Parce qu'effectivement, quand on pense, oui, le matériau pour un logement, je peux prélever ça sur mon compte d'exploitation, je ne demande rien à personne, ça peut se faire. J'ai fait ma BA. En même temps, ça ne transforme pas l'écosystème local. Et donc, quand je leur pose la question de dire « Mais comment on va favoriser la réhabilitation de 500 logements sur ta zone de chalandise tous les ans ?» Là, il se rend compte qu'effectivement, il ne peut plus faire du social comme d'hab. Il ne peut plus juste prélever des produits pour les donner. Il faut imaginer des partenariats innovants avec un certain nombre de clients. Et toutes les équipes magasins qui se sont rendues dans ces quartiers ont vu leur métier de manière complètement différente parce qu'elles se sont déplacées sur le terrain. Elles se sont rendues compte que, par exemple, 75% des habitants de certains quartiers n'ont pas de voiture. Or, nos magasins, souvent à la périphérie des villes, ne sont pas accessibles si on n'a pas de voiture. Et en même temps, de se rendre compte que finalement, on est avec des gens qui exercent le même métier que le nôtre, c'est-à-dire qui remettent des personnes en situation de se projeter dans leur logement et de le réaliser concrètement. Il y a un certain nombre d'associations qui transforment les gens en bricoleurs, eh bien, on aurait tort de se priver de ces gens-là. Voilà. Un autre exemple, ce sera le dernier, sur l'aménagement. Quand on arrive dans un logement social en France, il y a 6 ans d'attente en moyenne, on arrive avec 2 valises pour tout bagage. Eh bien, la problématique de l'aménagement du logement est énorme. Et nous travaillons, alors j'ai vu que Carrefour était sponsor ici de l'événement. Carrefour a été le premier à travailler avec la Banque solidaire de l'équipement à Paris. Nous travaillons avec eux également et avec d'autres associations
pour favoriser, à travers nos surstocks et nos invendus, l'équipement solidaire de logement, vous voyez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et la réponse pour moi est assez simple, on ne l'a pas fait avant parce que tant que je regarde mes surstocks dans mon entrepôt, je n'imagine pas des solutions, je ne suis pas en contact avec les gens qui débarquent dans un logement social avec 2 valises pour tout bagage. Et donc c'est bien en étant en phase avec notre écosystème qu'on peut construire des passerelles nouvelles qu'on n'avait pas vues avant. Alors les bénéfices, ils sont nombreux, j'y reviens pas, mais vous voyez bien le sentiment d'appartenance et la fierté, en même temps que l'innovation facilitée, la recherche de nouveaux business models. En quoi cela nous concerne? En quoi cela concerne les dirigeants d'entreprise? La première chose, c'est que, et on en a parlé, je pense que monsieur l'ambassadeur l'a bien décrit également dans son introduction, le monde est en train de bouger très vite. Les entreprises doivent s'adapter. C'est pas facile, c'est pas tout à fait culturel, et en même temps, il va falloir pouvoir s'adapter et réviser des business models. Le social business est un levier d'accélération de la transformation des entreprises par le changement de regard qu'elle permet. Et puis la deuxième chose que j'ai envie de dire aux dirigeants d'entreprise, c'est qu'ils ont un devoir d'utopie. Et quand je dis ça, je prends aussi toutes les précautions. Il ne s'agit pas de décréter à la tête des entreprises qu'il faut aller faire du social. Simplement, comme je le disais en introduction, social et business sont tellement en train de se repousser l'un l'autre que s'il n'y a pas à un moment donné, à la tête d'une organisation, le fait de dire « c'est possible, nous pouvons résoudre au cœur de notre métier une problématique sociale », eh bien, il n'y aura pas l'émulsion, le mouvement qui doit concerner l'ensemble des collaborateurs à trouver ce type de solution. Voilà. J'en conclus juste avec une petite anecdote que je trouve très sympa. Mohamed Younous, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été amené en janvier 2009 à présenter au Forum économique de Davos les 6 principes du social business auprès de l'Assemblée. Vous voyez là, à droite de l'écran, les notes qu'il a prises, et vous voyez que le titre, c'est bien les 6 principes du social business. Et juste avant de monter sur le pupitre pour prendre la parole, il en a rajouté un 7e, vous le voyez, qui est « Do it with joy ». Et je pense vraiment que la joie est un puissant moteur de changement et c'est en même temps un bon révélateur de projets porteurs de sens dans nos organisations. Merci beaucoup.